Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ouais, c'est avec plaisir qu'on reprend ce jeudi d'Hébraïca, un jeudi d'Hébraïca consacré aujourd'hui à Anor Levin. Et comme vous le voyez sur l'écran, en présence de Sharon Mohar. Bonjour Sharon. Bonjour. Donc on va voir ensemble. euh, on va parcourir un peu à la fois l'œuvre d'Anor Levin, une œuvre gigantesque, plus de 50 pièces éditées en Israël, une œuvre qui est loin d'être achevée. Beaucoup d'autres pièces, quasiment autant, sont encore dans les cartons, en tout cas des brouillons, et les brouillons sont encore là. Et Anor Levin, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un auteur israélien, il est on dit de lui qu'il est l'auteur du XXe siècle le plus joué dans le monde. Effectivement, en tout cas, il est traduit dans plus de 20 langues. Il est joué encore aujourd'hui. Et quand on regarde le site officiel d'Anor Levin, on voit qu'il y a bientôt une mise en scène à Hong Kong, une mise en scène de ces pièces à Hong Kong pour 2021. Et c'est un mystère qu'on va aborder ensemble parce que c'est un auteur qui intrigue par la violence de ses pièces, par son humour, un humour dérangeant, mais un humour qui fait mal et qui fait du bien, par sa vie, on va en parler. Il est mort jeune, à 56 ans, d'un cancer. Et puis sa vie aussi, parce qu'il est mort un peu en dramaturge, pas un peu, mais complètement en dramaturge, comme Molière est mort sur scène. Lui, alors Lévin, est mort dans une chambre d'hôpital alors qu'il mettait encore en scène son dernier spectacle. Et on va en parler, on va évoquer ce destin très, très singulier. Et puis, on va en parler avec Sharon Mohar pour plusieurs raisons. Elle est là pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle-même est metteur en scène, à la fois de théâtre et d'opéra, donc rien de tel pour parler du théâtre qu'une vraie professionnelle, quelqu'un de l'intérieur. Et puis, elle a aussi travaillé avec Anor Levin. Sur quelle pièce, Sharon? Alors, en traduction libre, vaincu et battu. Oui, une pièce qui n'est pas traduite en français pour l'instant. On a une vingtaine de pièces traduites sur les 50 et éditées, sur les 50 parus en Israël. Et c'était en quelle année? En 87 ou 88, je pense. Oui, D'accord. 88, il me semble. Ok. Et on va en parler évidemment. Donc ça c'est. Et puis bon, travailler avec Anor Levin, on va parler du dramaturge, mais il était aussi dans ton environnement presque quotidien. Tu me disais que tu le voyais tous les jours à la piscine. Oui, Hanoch Levin était ami d'abord, lui et sa femme de l'époque, Edna, sa première épouse, étaient amis assez proches de mes parents. On les côtoyait moi depuis toute petite. Enfin, je me souviens très bien à la piscine de Tel Aviv, Gordon, où quotidiennement il y avait cette habitude d'aller nager. Et puis plus tard au théâtre, et plus tard, je vous raconterai plus tard D'accord. comment plus tard. Ouais. Oui. Et puis, ce qui est très, très intéressant aussi, parce qu'il y a une immense frustration avec l'œuvre de Lévin, mais comme avec beaucoup d'autres, c'est qu'on est dans une traduction. Et en plus, on a en France des droits exclusifs de la traduction. C'est-à-dire que Laurent Sandrovitch, avec Théâtral, a l'exclusivité de la traduction. Ce soit bien ou mal, qu'importe, le fait est que nous n'avons pas un contact réel avec le texte, ça a toujours été le cas, mais en plus, on n'a pas plusieurs versions. Et quand on voit aujourd'hui que quiconque monte un Shakespeare a envie de le retraduire, d'en faire une autre version, là, on est un peu coincé et on va pouvoir évoquer sa langue hébraïque, sa langue d'origine, grâce à Sharon, israélienne. Mais avant de discuter, on aura plusieurs images, on va partager ensemble plusieurs images, et on va commencer déjà par l'image
l'image d'un document, d'un petit reportage qui est paru dans les actualités au moment de la mort d'Anor Levin. Et ces images, on va le voir, elles sont très précises. Oui, ce sont des images, donc juste pour vous situer, qui démarrent l'année avant la mort de Hanoch Levin, lors de la cérémonie, la grande cérémonie de théâtre, l'équivalent des Molières en France, où il reçoit le prix de l'homme de théâtre de l'année. Et ensuite, quelques images de ces pièces où je pense que vous allez très vite sentir déjà un univers un peu particulier. C'est parti, j'essaye de partager mon écran. On a gardé 2 minutes sur les 20 minutes. L'image est un peu saccadée, mais le son reste... Peut-être ne sera pas. Ou peut-être pas. Et le son reste très bon en général. Allez, c'est en hébreu. מחזה מלאכת חיים גם הערב. בשנת 98 זכה חנוך לוין בפרס התיאטרון הישראלי, אולם דרכו לצמרת המחזאות הישראלית לא הייתה קלה. מחזהו הראשון, את ואני והמלחמה הבאה, הוא עלה בשנת 68 והתקבל בקיתונות של ביקורת. גם מחזהו הבא, מלכת האמבטיה, שמתח ביקורת חריפה על המלחמה, עורר מהומות והוצג רק 18 פעמים. האם תמשיך להריץ את הצגת מלכת האמבטיה? עד כמה זה תלוי בי? כמה זה תלוי בך? אם התיאטרון יוריד אותם על קרשיו, לא תרוץ. דגתי אותם. תמצא מקום אחר? מתי תרד לפי התכנון? ודאי, כמה הצגות שנמכרו כרטיסים. אם לא תקבל אישור להציג אותה באולמות, איפה תעשה זאת? העולם מתחת לאדמה. בשנת 72 הוא עלה לראשונה המחזה חפץ, זכה לתשבחות והפך את חנוך לוין למחזאי ובמאי מבוקש. טוב, החליטי עכשיו מי יהיה סגנך בחיים. מה אני יודעת מי יהיה סגני בחיים? יש לכם מאחד ביניכם, תמשיכו! לא! מה שאת תחליטי עכשיו, מידי מי תסכימי לקבל את הסמלה. הרזיתים! אגואיסטים! פסיסטים! את הגברת של הישפן? ככה זה יצא? Vous êtes la dame de ses fesses. ידידים קוראים לו ביטוחת. 50 מחזות כתב חנוך לוין במהלך חייו. הלו, ביטוחת? אני אמדוד לך לחץ דם פעמיים ביום, ונהיה מאושרים. אני אשכח כל מה שעשית לי ולפרצפלו. מה מאושר הוא זה שמת רגע לפני תחיית המתים. הוא לא יפסיד כלום. הוא לא הספיק לשכב בקבר ולהתבורר. החמיץ אולי רק ארוחת 4. שבמשך כל חיי... מחזהו האחרון שהוא עלה על הבמה היה השכבה. לא ריחמתי עלייך אפילו פעם אחת. 52 שנה. היינו יחד שנים ארוכות. הנה איך זה קורה, שבמשך כל הזמן הזה לא שמתי לב אלייך. במיטת חוליו כתב את הבכיינים, אולם נפטר בטרם הספיק לעלותו על הבמה. למותו הניח 4 בנים. Alors, dans ces quelques images, on a déjà un aperçu de plusieurs choses singulières. Hanoch Levin, on a toujours un contraste entre l'homme qu'on imagine à partir de l'auteur, à partir de cette pièce. Là, il apparaît comme quelqu'un de très, presque effacé. C'est assez étrange, non? Comment était-il, Hanoch Levin? Alors, effacé, certainement pas. Par contre, en hébreu, on dit Maim shketim hodrim amok, des l'eau douce vont au plus profond. Méfiez-vous de l'eau qui dort un peu. Quand on voit cette interview avec lui, qu'il est tout jeune et il parle là avec un air très calme, très innocent, en fait, on parle de la reine de la salle de bain, qu'on va évoquer, je pense, un peu plus tard. Et on lui demande, votre pièce est interdite de salle. Est-ce que vous allez essayer de continuer à chercher un lieu
pour le faire présenter. Et il dit, ah oui, oui, mais tout calme. Et on lui demande, et si vous ne trouvez pas de salle qui accepte cette pièce, et il dit, à ce moment-là, je la chercherai, je trouverai cette salle sous terre. Ouais. Et en fait, Hanoch Levin, tout est pour moi dans ses yeux. Il a des yeux d'un enfant qui a envie de jouer. Il a des yeux avec une lumière malicieuse et on voit qu'il y a beaucoup plus que ce visage presque fermé, très timide. On aurait pu penser qu'il est timide. Il était timide avec les femmes, très timide. Mais jusqu'à un certain point. Après, quand il écrit, la femme, c'est tout pour lui. Mais on verra plus tard. Et effectivement, alors ensuite, on a vu aussi un peu son univers théâtral. Là encore, bon, bien entendu, chaque auteur a un univers singulier, mais lui, en plus, il met en scène ses propres pièces, pas les premières, c'était son frère, mais très rapidement, il met en scène ses propres pièces et avec une troupe qui est finalement toujours la même. Il y a quelque chose de très, comment dire, on a une création totale, presque une procréation dans son univers. Il avait ses acteurs fétiches, il avait ses acteurs avec qui il aimait travailler, qui commençaient avec lui très jeune dans ses cabarets satiriques, bien avant de passer aux grandes pièces de théâtre, et qui étaient avec lui coûte que coûte, et par conviction que ces textes-là sont importants et qu'il faut les dire, en prenant le risque de se faire... Alors, de souffrir physiquement sur scène par le public. Violence dans ces dialogues, mais violence aussi dans la vie, on va le voir. Et reprenons depuis le début, il est né en 1943 à Tel Aviv. Ses parents sont arrivés de Pologne dans les années 30. C'est une famille polonaise, ashkénaze, pratiquante, orthodoxe. Et son père, enfin, c'est une famille qui vit à la limite de la pauvreté. Son père tient une épicerie, mais une épicerie qui fonctionnait à peine. Et il n'a que 13 ans, Hanoch Levin, lorsque son père décède et qu'il se voit obligé de subvenir aux besoins de la famille avec son frère. Il travaille et il va travailler tout en continuant sa scolarité, mais et puis, au fur et à mesure, il va aussi rejeter totalement la pratique religieuse. C'est un phénomène assez classique, on l'a vu chez les frères Singer, on le voit, c'est assez classique. Et après son service militaire, il fait ses études de littérature à l'université de Tel Aviv, et c'est là l'un des premiers commencements, c'est-à-dire que dès 1965, il va publier des poèmes et des écrits satiriques dans une revue étudiante, et dans cette revue, il va occuper une page très particulière, Sharon. Cette page, comment va-t-il... c'est la dernière page de la revue, donc en quatrième de couverture, et donc forcément, il va nommer cette page et sa rubrique « Le postérieur ». Et dans cette rubrique-là, il écrit des choses tellement osées, tellement crues, qu'il fait le buzz à l'université dès la deuxième édition de sa rubrique. Et dès la troisième, une pétition se fait dans toute la fac demandant l'arrêt de cette rubrique-là, tellement il dérange. Sauf que les éditeurs de la rubrique refusent catégoriquement de le faire partir. Et j'ai trouvé un petit passage de cette rubrique que j'ai traduit comme ça librement pour vous donner un peu le ton. Donc, on est en 65, voilà. Bon, je vous le lis. Ce samedi, venez assister au récital de la grand-mère Alisa, programme composé de ses meilleures chansons, telles que « Écoutez-moi »,« Laissez-moi respirer »,« Ne m'oublie pas »,« Ne me frappez pas » et le tube « Pitié, je suis survivante de la Shoah », « Aïe, 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 je suis votre grand-mère » et bien sûr l'incontournable
après ma mort, danser sur ma tombe. C'est-à-dire que là, on voit comment, dès ces années d'étudiant, il va toucher des tabous, il va bousculer des valeurs, et là encore, ce n'est qu'un début. Son véritable démarrage va se faire après la guerre des 6 jours, en 67. Il va vivre la guerre en tant que soldat. C'est une guerre, on le sait, un peu plus tard, ce sera la guerre du Liban, qui va laisser beaucoup de... qui va être un catalyseur pour de nombreuses œuvres. Et cette guerre des 6 jours, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes, dont Hanoch Levin, qui vont en sortir transformés. Et là, quand il revient de la guerre, pour lui, va commencer un autre combat qui finalement, Sharon, c'est un combat contre la guerre. En fait, Hanoch Levin revient de la guerre, il voit la violence, il voit l'injustice, et il démarre l'écriture. Pendant 8 mois, il se met à écrire, il démarre une écriture d'un cabaret satirique qu'il nomme « Toi, moi et la prochaine guerre ». Et il faut savoir qu'il écrit ceci dans un temps où Israël, qui sort à peine de la guerre, ne veut plus penser à la guerre, ne veut plus penser aux horreurs de la guerre, uniquement au fait que c'était la dernière. Qu'il n'y aurait plus de guerre. Et puis Israël se construit aussi une image héroïque. C'est une guerre qui a été gagnée malgré toute attente et de manière très brillante. Et là, Hanoch Levin va mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire finalement, ok, on est les plus forts, on a gagné, mais pensez à l'horreur aussi de la guerre. Oui, il va écrire, ça sera un cabaret, donc avec des chansons. L'une des chansons, par exemple, va dire, c'est le titre du cabaret, « Lorsque nous nous promenons, nous sommes 3, toi, moi et la prochaine guerre. Lorsque nous dormons, nous sommes 3, toi, moi et la prochaine guerre qui arrivera. Lorsqu'on sourit dans des moments d'amour, elle sourit avec nous, la prochaine guerre. Lorsque nous attendons à la maternité, elle attend avec nous la prochaine guerre. » Voilà. Il faut bien voir, nous sommes en 67. Aujourd'hui, depuis les années 2000, depuis la guerre du Liban, on a toute une génération en littérature, dans le cinéma en Israël, qui reprend ces thématiques-là et qui reprend, non pas une thématique bêtement pacifiste, mais qui veut montrer la complexité finalement des choses et qu'un discours va-t-en-guerre, comme on l'entend aujourd'hui, implique énormément d'éléments et qu'il ne faut ne pas simplifier les choses. Mais là, on est en 67, on est dans un état jeune, on est dans un état qui est en train de se construire dans la douleur, et donc a envie d'avoir une vision positive. Et Hanoch Levin nous ramène à quelque chose qui est la souffrance de la naissance du pays et la souffrance de la continuité de ce pays. Et pour nous donner une idée du scandale qu'il a suscité, on va écouter un monologue. C'est un monologue qui... L'ouverture du spectacle, l'ouverture du cabaret. Ouais. Toi, moi et la prochaine guerre. Et ce monologue, c'est le discours d'un général, on va l'écouter. Alors, pour replacer les images, il s'agit d'un élève de mon lycée. On a monté avec Sharon des cabarets à Hanoch Levin, au lycée, à l'université. Et là, donc, il s'agit d'Arthur qui va dire ce monologue seul face au public. La guerre de 11 minutes. Alors, je vais partager l'écran. J'espère que ça va marcher. Vous me dites, oui, ça marche. Soldats et officiers de cette valeureuse division, mes frères d'armes héroïques, mes fils, mes pères, il y a 11 minutes, nous nous sommes lancés comme un seul homme combattre l'ennemi. Nous nous sommes lancés pour défendre notre patrie, notre souveraineté nationale, nos familles à l'arrière et nos vies à l'avant. Nous avons fait face à un ennemi supérieur en nombre, mais ensemble,
nous avons tenu grâce à l'esprit combatif qui nous a animés. Il y a 11 minutes, nous avons réussi à écrabouiller, détruire, atomiser, hacher menu, pulvériser, anéantir notre ennemi. Certes, la bataille a été difficile. Beaucoup des nôtres y ont versé leur sang. Mais lorsque nous avons vu la mort en face, nous lui avons ri au nez. Nous avons souillé son visage, si bien que même sa mère n'aurait pas pu la reconnaître. En 11 minutes, nous avons réussi à les détruire. Cependant, nous partîmes 500, toute une division, avec armes et renforts. Pas un seul d'entre vous n'est revenu en vie. Et me voilà maintenant à parler debout devant un terrain vide. Soldats, 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 je vous salue. Alors, ce que l'on voit peut-être pas très bien avec cette image, et puis c'est filmé avec un téléphone portable, c'est que ce général s'adresse à des soldats, c'est un discours de victoire, mais ces soldats sont morts. Et c'est ça qui fait qu'il y a ça. L'autre élément que l'on ne peut pas deviner, c'est que dans ce monologue, Hanoch Levin a repris les phrases exactes du discours d'un général au moment de la victoire, un discours un peu comme on le ferait aujourd'hui aux invalides. Et là encore, Hanoch Levin ne cherche pas bêtement à dire la guerre c'est pas bien, mais il veut exprimer la souffrance qu'est la guerre. Il veut dire à une nation qui veut peut-être croire qu'on ne peut exister que par la guerre, il veut exprimer l'idée qu'il y a autre chose et qu'on peut chercher un autre chemin. Ce n'est pas non plus un pur discours de gauche, comme on pourrait le croire. Il est vrai qu'Hanoch Levin a adhéré très brièvement au Parti communiste, mais très brièvement parce qu'il peut rentrer dans aucun cadre, et aucun cadre ne peut l'enserrer, l'enfermer. Mais on a ce monologue, il nous montre bien que, et c'est ça qui est très beau chez Hanoch Levin, à la fois contre la guerre, pour les soldats, il y a de la tendresse et de la critique en même temps. Et il est vrai que ce n'est pas comique. Il est vrai que ça ne va pas nous faire rire. Et le Hanoch Levin qui nous fait rire sur scène va venir un peu après et encore. Pour l'instant, on est dans une phase où on a Toi, moi et la prochaine guerre, puis Ketchup et surtout la reine de la salle de bain. Et là, on est dans un théâtre qui se forme, et il se forme d'abord par du militantisme. On va peut-être parler de la reine de la salle de bain. En fait, après l'échec, finalement, on peut dire, de Toi, moi et la prochaine guerre, qui a été boycotté réellement par les publics, Hanoch Levin a compris qu'il faut qu'il camoufle ses textes, politiques par ce qui fait rire, par voilà, l'humour, et à travers l'humour, amener ces textes aussi crus, aussi droits. Et donc, il commence avec Ketchup, mais surtout, il écrit La reine de la salle de bain, qui est tout un récit qui raconte la conquête des WC. On n'est pas loin de la conquête de Jérusalem et du Kotel. Et lorsque on arrive face au WC, on va entendre les discours similaire à celui de Moshe Dayan, Rabin, etc., face au Kotel. Et donc, on touche à des choses absolument impensables pour le public. Il se passe plusieurs choses avec la reine de la salle de bain. Personnellement, par exemple, ma prof de théâtre, on faisait partie des comédiens et du cabaret. Elle dit, on aurait fait tout pour Hanoch Levin. Il était pour nous un mentor, un guide, un ténor de vérité. On allait jusqu'au bout avec lui
Ce qui s'est passé, c'est que lors de la générale, la censure israélienne a écouté la pièce et a exigé de censurer pas mal de textes. La personne qui a décidé de prendre sous son aile la pièce, Oded Kotler, qui était à l'époque un directeur de théâtre à Haïfa, a compris que pour la censure, tant que les choses ne sont pas dites sur scène, on peut les dire. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils déroulaient la pièce, à un moment donné, ils s'arrêtaient, ils disaient « censure », et Oded Kotler se levait dans la salle et lisait les textes censurés. Et là, pour l'instant, il est à Haïfa. C'est Haïfa qui a ce courage. Non, mais même à Tel Aviv aussi. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, et Izzy nous dit qu'il a vu le spectacle, peut-être qu'il nous racontera son expérience à lui, mais globalement, la salle du théâtre est devenue une arène de guerre. Très souvent, des menaces, des bombes, une vraie arène entre supporters du gouvernement et ceux qui étaient plutôt contre la guerre, etc. Les comédiens eux-mêmes devaient souvent se cacher parce que des choses ont été jetées sur scène sur eux, etc. Lors de la générale dans un kibbutz, le public a carrément défait la scène. Ils sont tombés, ils ont jeté... Enfin, ça a suscité des réactions ultra violentes. Et au bout de 18 représentations, ça a été, dans un premier temps, complètement arrêté. Et donc, la reine de la salle de bain reste à la fois une des œuvres les plus importantes de Hanoch Levin et les plus controversées, les plus soit admirées, soit haïes, détestées. On ne peut pas ne pas avoir une position face à la reine de la salle de bain. Ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, il va changer alors sa manière d'écrire et sa manière de concevoir le théâtre, et il va passer à un théâtre qui va parler, je pense à la pièce Refetz, qui va être un nouveau tournant dans sa dramaturgie, et il va parler cette fois des petites gens, il va laisser les sujets politiques directs, mais il va les aborder de biais en évoquant les petites gens, et le peuple, et puis les petits esprits, la médiocrité, tout ce qui fait la bassesse humaine. Mais là encore, et j'insiste, je vais me répéter tout le temps, avec beaucoup de tendresse pour ces personnages. Il n'y a jamais de méchanceté à l'égard de ces personnages. Et c'est pour cela qu'on adhère à son théâtre. Et c'est pour cela que quand on voit ces pièces, on sourit, parfois on rit, mais jamais on ne déteste les personnages mis en scène. Et parmi tous les thématiques qu'il aborde, qui font l'humanité, il y a la thématique de la femme. Et c'est vrai que la femme est très très présente. Toutes les femmes, les inaccessibles, les mères, les putains, les aimantes, celles qui larguent, les dominatrices, toutes les femmes. Et là encore, c'est fait non pas pour dénoncer un féminisme, non pas par féminisme, mais pour montrer, moi je pense que son théâtre, il a envie de montrer les choses vraies, des choses dans une forme avec tout ce qui peut se diffracter, si et pas dans une simplification. Alors, j'aimerais donner un avis là-dessus. Je pense que chez Hanoch Levin, la valeur absolue, le message absolu de ces pièces, c'est que tout le monde a le droit et veut vivre. D'ailleurs, c'est un des titres de ces pièces. Ouais. Et il y a la guerre et il y a cet honneur de la guerre, mais on a tous le droit de vivre et d'avoir une place. Or, dans les spectacles, dans les pièces de Hanoch Levin, la vie, le monde est divisé clairement en deux. Ceux qui vont bien et ceux qui vont mal. Et ceux qui vont bien vont très bien, et ceux qui vont mal vont se battre pour tout. Pour l'air qu'ils respirent, pour leur place à marcher dans la rue, à manger un bout de chocolat. Ils vont vivre dans l'ombre de ceux qui vont bien. Ils vont respirer leur air
l'air de ceux qui vont bien et en cela ils seront heureux. Ils vont prendre les miettes qu'ils laissent derrière eux, ceux qui vont bien, et ils vont dire un peu de bonheur, un peu de chaleur grâce à cet morceau de coquille d'œuf que j'ai ramassé dans la rue, etc. Donc, ce rapport dominant-dominé est dans absolument toutes ces pièces. Et pour Hanoch Levin, c'est une vision du monde qui est extrêmement claire. Extrêmement clair. Il commence avec Refetz et il est horrifié parce qu'il écrit pour lui ce message-là et il voit combien le public rigole. Et il dit, moi je voulais mettre un vrai miroir de la société, je voulais que le public vienne au spectacle pour leur montrer qui ils sont. Et en fait, ils sont là, ils sont subjugués par les rires et il avait l'impression que le message de Refetz était un peu passé à côté. Et donc, il va continuer avec Jacobi et Leidenthal, avec Schitz. Il va à ce moment-là commencer à mettre en scène ces pièces. Et là, on n'a plus de doute. Et là, on rime et le rire, et il est dans les grotesques, il est face au grotesque, face aux choses qui sont beaucoup moins... On ne se sent pas très bien dans nos sièges quand on regarde Hanoch Levin. Et pour revenir à la femme, oui, la femme est l'être absolu. Et c'est celle qui suscite tous les rêves, tous les jalousies, tous les désirs. Et il y a la femme, elle est plus grande que tout. Et il a une fascination incroyable pour la femme, pour les femmes, pour leur postérieur, je dois le dire, parce qu'il a même des personnages de théâtre qui portent des noms très suggestifs. Exactement. Et j'aimerais vous montrer un passage sans parole, toujours avec ces jeunes des lycées de Blagnac, où j'ai eu la chance de monter ce cabaret Hanoch Levin. On a choisi de vous montrer ces images-là parce que pour celles-là, on a les droits, tout simplement. Mais c'est un passage que pour moi était très important, de travailler avec des jeunes d'aujourd'hui, des jeunes du lycée à Blagnac, sur l'univers de Hanoch Levin, notamment ce rapport à la femme rêvée. Ils étaient très gênés au départ et je pense qu'ils ont bien compris, ils sont bien rentrés dans ces jeux-là. Je vous le montre si ça fonctionne. Et oui, vous allez voir que dans cette mise en scène, dans les choix opérés par Sharon, sont des choix qui sont très directement influencés par les mises en scène d'Hanoch Levin et l'importance du corps. Ce sont des scènes muettes. Et on peut voir une généalogie depuis Charlie Chaplin, tout ce que l'on veut, mais surtout on a des corps et des corps humains et des corps qui ne sont pas des corps de superstars, qui ne sont pas des corps de super acteurs, mais des corps comme l'immense majorité de la population les a, voire peut-être un peu plus tordus encore. Oui, mais j'arrive pas à partager mon écran, je ne sais pas pourquoi, donc je réessaye. Ah, là voilà. C'est bon, Sharon. Ça marche.
Ouais. Donc là, on voit, en fait, ce qu'il nous met en scène, bien sûr, c'est facile de dire c'est nous-mêmes, etc., et puis on n'a pas envie de se reconnaître parfois, mais ce qu'il nous met en scène, c'est, comme je le disais, les petites gens, et finalement, il va créer je sais, il y a peu d'exemples qu'on voit dans le théâtre, ce qui ensuite va faire du succès dans les bandes dessinées ou dans le cinéma, c'est-à-dire les frustrés. Et il va créer comme cela des personnages de frustrés, il va nous les montrer, et il va nous montrer aussi que c'est à la fois tendre, mais c'est peut-être un peu nul et qu'il faut en changer. En tout cas, lui, dans sa vie, c'est quelque chose qui va fonctionner, et il va passer d'un théâtre, il disait je suis prêt à jouer sous terre, il va passer d'un théâtre underground, justement, au théâtre, et au grand théâtre, et les théâtres, notamment à Tel Aviv, le Cameri et à Dima, vont lui ouvrir ses portes. Peut-être déjà, Sharon, Cameri, à Dima, c'est... À Bima, c'est le théâtre national d'Israël, et à Cameri, le théâtre de Tel Aviv. Les deux sont à Tel Aviv. Ouais. Mais voilà. C'est vrai que ce sont les... Et là, il va devenir presque un auteur officiel, il va jouer dans les théâtres conventionnés, les théâtres financés par l'État, ça va amener d'autres problèmes. Et on entre là dans les années 80, fin 80, on entre dans les années 90, et lui, dans sa dramaturgie, il va prendre encore une autre dimension, il va jouer ces grandes pièces, ce qu'on appellera ces grandes pièces mythologiques, la souffrance de Job, les pièces comme cela. Et on va évoquer maintenant la dimension du sacré. Ça marche. On va évoquer la dimension du sacré chez Hanoch Levin. Ce qui est très très intéressant, c'est que Hanoch Levin, il y a un double mouvement qui se fait. C'est-à-dire que quand on dit il touche au sacré, c'est-à-dire qu'il va aussi le souiller. Il va, le sacré, vous savez, c'est ce qui ne se touche pas. C'est justement ça, le sacré. Et lui, il va le souiller, il va le salir. Mais en même temps, la réalité de la banalité va devenir agrandie, va prendre un caractère sacré. Et c'est ce double mouvement qui est extraordinaire dans son théâtre et qu'il réussit à faire dans son théâtre. C'est à la fois, je me répète, mais c'est à la fois prendre le sacré, presque le salir, et le ramener à l'humain. Et dans cette dialectique-là, il va créer des pièces et des personnages. Et bien sûr, dans la thématique du sacré, dans les pièces mythologiques, le thème qui revient fréquemment, voire tout le temps, c'est la mort. Et la mort va être un thème privilégié, va être un thème qui va être constant, qui va nous gêner constamment la manière dont il va aborder la mort, mais qui va faire aussi que la singularité de son théâtre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans l'esprit des spectateurs européens, on est habitué au théâtre classique, tragédie, comédie. Ok, Shakespeare a mélangé les deux. Victor Hugo a imité Shakespeare, mal, et il a essayé de faire autre chose. Corneille a essayé de faire un théâtre baroque. Puis on va arriver au XXe siècle, et au XXe siècle, on va arriver à quelque chose qui va faire un mélange de tout cela, mais un mélange détonnant, et un mélange qui va nous parler cette fois, et qui ne va pas nous laisser au bord de la scène. Et ceux qui vont faire ce mélange, c'est Beckett, c'est Pinter, et c'est Hanoch Levin. Et on va avoir ainsi un théâtre qui va être un théâtre tragique du XXe siècle. Sharon, le théâtre tragique chez Hanoch Levin, c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Oui, c'est-à-dire que bon, j'ai fait mes études dans le lycée d'art israélien, Talma Yalin, et dans ce lycée-là, on allait très souvent au théâtre voir des pièces, notamment de Hanoch Levin. Et c'était un choc après choc, chaque fois. Et ces pièces tragiques ont été mises en scène avec un tel, je pense par exemple à L'Enfant rêve, espèce
la scène avait l'air énorme, il y avait des collines sur la scène, il y avait énormément de figurants, il y avait 40 enfants complètement en blanc, complètement surréalistes qui défilaient sur scène. On ne voyait pas ça, on ne connaissait pas ça dans les théâtres israéliens. Mais pour moi, les pièces de Hanoch Levin qui m'ont le plus touchée étaient exactement l'opposé de ces pièces où on prend les sujets tragiques et on les rabaisse vers la vie sur Terre. C'était l'autre pôle des pièces de Hanoch Levin, où effectivement on prend des personnages ordinaires, les plus ordinaires possibles, et on les rend tragiques. On les transforme en héros tragiques par leur grotesque, par le côté grotesque, par leur combat incessant et connu d'avance comme un combat dédié à l'échec. Et c'est en cela qu'ils sont tragiques, mais dignes d'héros tragiques, ils vont se battre et continuer à se battre tout le temps. Et donc, et en fait, ces héros tellement minables, mais qui vont devenir, sans les savoir, qui vont toucher la gloire qu'ils cherchent, parce que dans ce combat incessant les rend héros tragiques, et c'est absolument sublime. J'ai choisi ici à montrer un dernier extrait qui parle de la mort. Oui. C'est une pièce qui n'est pas traduite en français. Oui, c'est un texte, ce n'est pas une pièce, c'est un texte qui s'appelle Elias Elias, qui n'a jamais été traduit en français. J'ai demandé à Liliane Barreto, qui est l'épouse de Hanoch Levin, le droit de les traduire, parce que voilà, c'était effectivement pour les élèves du lycée. C'est un texte très révélateur, très intéressant. J'espère que vous entendez bien quand je fais les partages d'écran. Je pense. Oui, on entend bien, allez-y, Sharon. Ok. Alors. Attendez, je sais pourquoi. Petit souci technique. Hop, hop, hop. Voilà. Je suis devenue veuve. Le visage de mon mari hante mes rêves. Oh, oui, Elias, Elias. Les années passent et le visage de mon mari devient flou. Oh, Elias, Elias. Un jour, je rencontre un nouveau mec. Nous sommes plus très jeunes, nous sommes seuls, et vouloir réchauffer un peu la soupe de notre vie. Oh, Elias, Elias. Je ne peux pas. Oh, Elias, Elias. Un jour, après 5 ans, il y apparaît le nouveau mec ancien. Oh, Elias, Elias. Je ne suis pas prête. Oh, Elias, Elias. Puis un jour, l'autre est mort aussi. Il y a des nuits, prise de remords, je regrette de ne pas l'avoir embrassé et épousé. Oh, oups. Et maintenant quoi? L'un est mort et l'autre aussi. Moi, je reste seule. Oh, oui, Elias. Elias. Et les deux hantent désormais ma vie. L'un avec mes remords. Oh, oups. L'autre avec la culpabilité sur les remords. Oh, Elias. Elias. Jusqu'au jour où moi aussi je
dans cette pièce, ou dans le théâtre d'Hanoch Levin, là aussi, ce qu'il a de remarquable, ce qu'il arrive, on le voit ici, en un instant, il raconte une vie. En 3 minutes, il place, il cadre, les personnages sont là, ils existent, leur vie est là, elle existe, et elle parle à tous. Et elle nous parle à tous. Et ça aussi, c'est très, très, très fort chez Hanoch Levin. Ça ressent, en fait, c'est peut-être exagéré de dire que c'est son côté yiddish, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires yiddish comme cela, où en 2 mots, on a un personnage, on a une intrigue, on a une vie qui s'installe tout de suite. Et c'est vrai qu'on retrouve cela dans Elias et dans d'autres pièces, et dans d'autres sketchs de ces cabarets. Ce que l'on retrouve aussi, je parlais du corps qui est extrêmement, parfois même c'est des corps. Est-ce qu'il y avait des corps nus non, il pouvait y avoir, mais c'était pas un sujet. Enfin, ce qui a été osé était beaucoup plus que cela. C'était pas. Non, c'est ça. Il n'avait pas besoin de passer par là. Non. Mais en tout cas, les corps et les costumes étaient très 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 importants. Et là, il travaillait toujours avec la même costumière, je crois. Alors, surtout là, on parle de ces pièces mythiques, de ces pièces mythologiques, pardon. Là, oui, il avait sa costumière préférée, en tout cas, à l'époque où j'ai travaillé à Cameri, au théâtre, oui, sa costumière, son artiste lumière et son groupe de comédiens, ça a été vraiment un univers très reconnaissable, très particulier. Souvent, les comédiens étaient habillés dans une espèce de quelque chose qui semblait à des... les momies sont enveloppées par des bandages. Oui, enfin, je n'ai pas les mots en français. Mais bon. Voilà, des choses très près des corps, très compliquées à porter. Très souvent, c'est-à-dire que dans ces spectacles, comme dans ces pièces comme Jacobi et Leidenthal, La jeunesse de Vardale, Chefetz, Schitz, on était dans cette société bourgeoise, les points de départ toujours le même, petit quartier, petite famille bourgeoise, avec un look un peu années 50, 60, 70, un peu décalé, les costumes un peu trop petits, les couleurs qui ne vont pas vraiment bien ensemble, le corps un peu penché parce qu'on aimerait être droit, mais on n'est pas vraiment. Et dans les spectacles, les pièces plutôt mythiques comme L'enfant rêve, Tout le monde veut vivre, Requiem, etc., là, on est dans un univers complètement surréaliste, magnifique, avec un registre qui est tout sauf de notre vie ordinaire. Et c'est là où on peut regarder... Oui, un teaser, une bande-annonce, qu'on peut trouver facilement sur YouTube. C'est une pièce qui s'appelle Requiem, qui a été montée aussi en 98. C'est la dernière pièce montée par Levin lui-même, mise en scène par lui, imaginée de A à Z par lui. Et donc, les teasers que vous allez voir et les teasers de sa pièce à lui, avec son groupe de comédiens, avec les costumes de sa costumière, etc. Ça va vous donner... voilà, vous allez tout de suite voir l'univers dont on parle. Donc, ça va être en hébreu complètement. Il n'y a que de la musique. Ah oui, il n'y a que de... Bon, mais de toute façon, on a un univers qui est là, qui est présent. Et c'est vrai que c'est un univers qui déjà nous parle. Et c'est ça aussi, ce sens de l'universel chez Hanoch Levin, y compris dans sa mise en scène.
Donc là aussi, en fait, ce qui est absolument génial dans la culture israélienne, et Hanoch Levin, c'est un auteur, il est très représentatif à ce niveau-là, c'est que cette culture israélienne, et on le voit systématiquement dans le jazz aujourd'hui, dans le cinéma aujourd'hui, et dans le théâtre d'Hanoch Levin, on voit combien ils prennent des éléments qui font partie de la culture occidentale. Là, j'avais l'impression de la peinture flamande médiévale, mais cette peinture médiévale, on va la mélanger avec une culture plus juive, avec une culture biblique, et dans cette culture biblique, on va mettre des éléments qui cette fois appartiennent à la contemporanéité israélienne, et ça donne un mélange à chaque fois qui fonctionne très très bien. Et on le voit parfaitement bien dans le jazz ou dans le roman. Dans le jazz, par exemple, on a des mélanges de musique yéménite avec du Duke Ellington, mais version ultra moderne. Et donc, c'est ça aussi qui dans ces mises en scène. Et là, la grande frustration aujourd'hui, c'est que si on regarde les mises en scène, par exemple pour Hanoch Levin aujourd'hui, en France, il a été introduit en France par Jacques Nichet, qu'on connaît bien parce qu'il a créé le TNT. Jacques Nichet a été le premier à faire jouer du Hanoch Levin. À l'époque, il dirigeait le théâtre de Montpellier, le théâtre des 13 vents. Puis, on a eu aussi une mise en scène de Funérailles d'hiver par Laurent Pelli, toujours au TNT, et ainsi de suite. Et on a constamment des mises en scène, mais c'est normal, chaque metteur en scène va mettre sa patte, chaque metteur en scène va donner sa version. Et finalement, moi, chaque fois, je reste frustré parce que je me demande où est Hanoch Levin là-dedans. Et c'est vrai que quand j'avais vu la mise en scène de Laurent Pelli, il avait tiré vers d'un vaudeville. Il en a le droit et il a raison, et c'était bien fait, c'était très cohérent, mais il a fait de Funérailles d'hiver finalement une sorte de vaudeville. Et là, heureusement sur YouTube, il nous reste ça, mais j'aimerais savoir, ce qui nous manque souvent dans les pièces qu'on a aujourd'hui mises en scène, c'est un rythme, c'est une musique. Est-ce que Sharon, tu peux nous évoquer à la fois la musique de sa langue, la musique de sa mise en scène? En fait, j'ai l'impression que la musique ou le rythme est au cœur de son œuvre. Il est très difficile de traduire un auteur. Et il est très difficile de le traduire, notamment parce qu'une langue a une musique qui dépasse le mot. כשאני מדברת עברית, לעברית יש מוזיקה. When I speak English, the English has music because it's English. Quand je parle français, il y a la musique de la langue en français. Hanoch Levin était un maître incroyable de la musicalité de la langue. Et il a su la manipuler d'une manière absolument extraordinaire. Cela commençait par les noms et prénoms de ces personnages, qu'en hébreu et pour nous Israéliens, évoque tout de suite quelque chose de sensoriel par les noms de ces personnages qui étaient souvent des noms inventés, qui n'existent absolument pas, mais qui étaient à côté des noms qu'on peut entendre vraiment ou qui faisaient allusion à certains mots. Par exemple, Partiflora, Ruth Shachash, il y avait déjà la Ruth Shachash, Poupchik, Pozni Bocha, des prénoms interminables qui ne veulent rien dire, hein, qui ont quelque chose de très ashkénaze aussi en eux. Pozna, Sprachzi, je peux continuer, ou par exemple dans cette magnifique pièce sur la jeunesse de Vardale, où Varda est un prénom très BCBG, très courant en Israël. Donc Vardale, qui est Varda en version affective, elle gardait son prénom normal, mais tous les autres n'avaient pas de prénom dans cette pièce-là. Il y avait le chauffeur, le cuisinier, la femme de ménage, etc. Et Vardale, qui elle était la seule qui avait un prénom. Mais en tout cas, la musicalité, oui, commençait par ces noms. Après,
dans la façon d'écrire les phrases. Il a souvent, la musique était comme un sous-texte dans les choix de la coupure des phrases, de la ponctuation. Et souvent, dans ces pièces, le début, la première phrase, la toute première phrase d'un personnage était donné déjà un ton incroyable. Meurs déjà, maman, j'attends que tu meurs, par exemple. Ou toute la nuit, j'ai rêvé de manger de la mortadelle. Donc, en hébreu, ça va sonner encore autrement. Ensuite, les engueulades entre mari et femme, un spectacle qui commence par un mari absolument honteux qui va demander le sel. Honteux parce qu'il a honte, pas parce qu'il a honte de lui. Oui, il est honteux par définition, parce qu'on a dit que chez Hanoch Levin, soit on va mal, soit on va bien, et les femmes vont bien, la plupart. Et donc le mari va mal, et il demande le sel, et la pièce commence par Melach, sel, Efshar et Melach. Je peux avoir le sel. Et là, la femme explose sur son mari. Après ces deux phrases-là, dans un monologue qui va durer 3 minutes, où elle ne s'arrêtera pas une seconde de s'acharner sur lui parce qu'il a osé demander le sel. Et tout cela dans une espèce dans un rythme musical des mots. Disons que pour ma part, et c'est mon avis très objectif, et subjectif. Oui, subjectif, pardon. Pour traduire Hanoch Levin, il faut sacrément bien parler hébreu et avoir comprendre l'hébreu de l'intérieur, avoir l'oreille musicale de la langue hébreu, parce qu'effectivement, quand on enlève cette dimension musicale au texte de Hanoch Levin dans une autre langue, on perd pour moi une partie importante de la dynamique de ce microcosme fermé et grotesque de ces personnages que j'aime tellement. Voilà. On va, avant de laisser la place au dialogue, je voudrais évoquer encore quelques éléments de la vie d'Hanoch Levin. 3 mariages. Et un enterrement, effectivement. Et surtout, on m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il avait épousé Miss Israël. C'est pour le côté un peu... Oui, Edna Shavit, oui, tout à fait. Ouais. Et puis, 4 enfants? Oui, 4 fils. 4 fils et Liliane, sa dernière épouse, qu'il a rencontrée au théâtre, qui était une jeune comédienne à l'époque. Moi, je travaillais au théâtre à cette époque-là. Tout le monde parlait du fait que Hanoch sort avec une jeune qui était, voilà, on a dit oh là là. Mais bon, ce n'était pas la première, ni la deuxième, ni la troisième. Il avait beaucoup de petites amies jeunes, jolies et qui travaillaient dans le théâtre, jusqu'à qu'il a trouvé vraiment un très grand amour. Et c'est Liliane aujourd'hui qui consacre sa vie à la continuation de son œuvre et qui fait un travail absolument incroyable et très remarquable là-dessus. On va terminer sur sa fin de vie absolument extraordinaire, parce qu'en plus tu l'as vécu presque en direct. Il était dans sa chambre d'hôpital, atteint d'un cancer, et il est en train encore de monter sa pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai du mal même à le penser. Son corps ne marchait plus, sa tête marchait à merveille. Il était complètement clair et visé. Il voulait absolument finir cette pièce, Le pleurnicheur, qui parlait d'une chambre d'hôpital à Calcutta, où une équipe médicale essaye de répéter Agamemnon, la pièce de théâtre d'Achilles, pour divertir 3 malades mourants, oubliés complètement dans cet hôpital. Et donc une pièce dans une pièce, qui est effectivement évidemment un miroir
très fort de la réalité du moment. Mes amis très proches, comédiens qui jouaient dans cette pièce, étaient complètement bouleversés parce que le matin, au lieu de venir au théâtre répéter, ils allaient à l'hôpital. Ils répétaient dans la chambre de Hanor, une pièce qui parlait d'un mourant dans son lit. Enfin, on ne peut qu'imaginer combien cela a été difficile, surtout qu'on parle toujours de ces mêmes comédiens, Tiki Dayan, Yosef Carmon, ces comédiens fétiches, ces comédiens depuis toujours, qui étaient là dans sa chambre d'hôpital. Et je pense que Hanoch Levin, d'après les peu que je connais de lui et de ses semblables, si je peux dire, je pense qu'il avait vraiment cette idée en tête que tant qu'il travaille, il ne peut pas mourir. Et que le travail va le garder en vie. Et il travaillait d'une manière vraiment très, très visée pour finir la pièce. Il n'a pas pu le faire. Par contre, la pièce est sortie après sa mort. Et c'est une pièce absolument magnifique. Dernière question. Aujourd'hui, dans le paysage israélien, les pièces d'Hanoch Levin suscitent toujours autant de scandales. Aujourd'hui, Hanoch Levin est un auteur qui manque terriblement, qui ne peut pas avoir un successeur. Ces pièces sont symboles pour tout ce qui est vital, important, nécessaire à notre pays. Il est monté tout le temps. Et il est, grâce à Liliane Barreto, son épouse, il est aussi renouvelé parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de textes qui ne sont pas encore sortis de Hanoch Levin. Et donc, il y a encore des nouveautés, il y a encore du Hanoch Levin tout neuf qui sort, des textes, des poèmes, des sketchs. Il y a aussi des pièces qui ne sont pas encore là, mais je sais que c'est un projet. Elle a beaucoup de projets encore, Liliane. Bon, c'est très bien pour nous donc aussi. Il est très présent. Et puis pour nous, on a pour l'instant 50% de ces pièces qui sont traduites. Donc il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Maintenant, peut-être, Jean-Luc, si tu le veux bien, on va laisser le dialogue avec l'auditoire, l'audience. Merci beaucoup, merci infiniment Maurice et Sharon de nous avoir présenté cet auteur qui effectivement n'est pas si connu, en tout cas pour tous et pour moi en particulier, et c'est comme un monde un monde à part, mais vous avez vraiment je trouve honnêtement très bien restitué. Voilà, écoutez, on va passer aux questions. Alors je me tourne vers tous nos participants. D'abord, je voudrais demander à tous nos participants ou la plupart d'activer leur caméra. Donc nous sommes 18, et donc écoutez, essayez d'activer le maximum de caméras, ce sera quand même plus sympa. Et je me tourne vers vous, donc pour ceux qui souhaitent donc poser donc leurs questions. Donc je suis à votre disposition. Alors je vais peut-être ouvrir le bal. Ah ouais, oui, donc il y a Colette. Allez, on va ouvrir la Colette. Allez, je vous réactive votre micro, Colette. Allez-y, c'est à vous. Oui, je voulais poser une question parce que à plusieurs reprises, on a vu des titres écrits en polonais. Ce sont des noms ou qu'est-ce que... Il y avait du polonais. Souvent, c'est les noms ont tous des connotations yiddish, presque tous. Après, c'était plutôt de l'hébreu, on était plutôt en hébreu qu'en polonais, en yiddish. Dans les livres que vous avez présentés, quelquefois je voyais c'était écrit en polonais. Alors effectivement, oui, on va essayer d'en trouver un ou deux. Effectivement, il y en a un ou deux qui étaient écrits en polonais. On va essayer de les retrouver rapidement. Il y a pioché. Qui commence par W quelque chose. Oui, non mais on balaye toutes les photos, mais effectivement vous avez raison. On trouve partout dans le monde, quoi. Oui. Encore une fois, c'est l'auteur du XXe siècle, l'un des plus joués dans le monde. Mais après, non, c'est vrai qu'il a une ascendance polonaise. C'est vrai qu'il a. Voilà, là par exemple.
très Là, on a vu. L'image précédente, on a vu. Oui, absolument, j'y reviens. Voilà. Voilà. D'accord. Bon. Celle-ci, donc on se pose sur les traductions, on peut imaginer. Et voilà, Sharon. c'est l'édition polonaise, comme on aurait Oui, pu je trouver ne une édition connais pas les chinoise ou autre. Mais c'est plutôt c'est presque un hasard et qui correspond à sa culture, effectivement. Il y a Anna Bass. Alors, Anna, je vous réactive votre micro. Voilà. À vous, Anna, dès que votre micro est réactivé dans quelques secondes. Allez-y, Anna. Oui, je voulais juste apporter un petit témoignage très personnel. Je ne connaissais rien d'Anor Levin et j'ai une amie qui m'avait fait la surprise de m'inviter à aller à la cartoucherie de Vincennes à Paris, au Théâtre du Soleil. Et ça a été pour moi une expérience extraordinaire. Je ne connaissais rien d'Anor Levin et je suis rentrée dans ce monde d'Anor Levin par le biais de la cartoucherie de Vincennes. Et pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est tout un cérémonial. D'abord, la cartoucherie est très loin de Paris, donc nous avions pris des transports en commun, nous sommes arrivés. C'est un endroit magique. Il y avait d'abord un bar qui nous accueillait, ensuite nous sommes rentrés dans ce théâtre où on était la pièce était au milieu, enfin la scène était au milieu et on était tous autour. Et j'étais plongée et ça a été pour moi un choc, à tel point ce choc que je ne me souviens plus du nom de la pièce, mais c'était... Comment? Ni du metteur en scène? Ni du metteur en scène, mais c'était au début des années, enfin je pense que c'était en 2012, 2013 et 2012. J'ai essayé de voir sur Google, mais je n'ai pas retrouvé le nom de la pièce. Il faudrait que j'aille sur mes agendas, parce que je note tout sur mes agendas. Il faudrait que j'aille sur l'agenda de l'époque. Et ensuite, ici à Toulouse, j'avais vu les souffrances de Job, je crois, à Sorano. Oui. Et en fait, c'était un choc. Et je ne sais pas que je ne m'en remets pas, mais c'est vrai que quand je pense au théâtre israélien, au théâtre moderne, on pense à Anor Levin. J'étais ravie de vous entendre. Merci. Mais effectivement, j'aimerais écouter Izzy qui était là dans des créations d'Anor Levin. Mais c'est vrai que le spectateur, il est bousculé, il n'est pas à l'aise, mais en même temps, il n'est pas. Comment dire? Le spectateur n'est pas violenté. Il est bousculé, mais pas violenté. Izzy, tu as eu la chance de voir quelle pièce? Malkat Arbat, la reine de la salle de bain. Ah oui. Ça me permet aussi d'aller de mon anecdote parce que, merci Sharon, ça m'a remis dans un bain et dans une période. Et je vais dire quelques mots sur cette période. En plus, j'en profite parce que je crois que tu étais trop jeune pour l'avoir connu. Alors que moi, voilà, j'avais l'âge, donc je peux te parler sans avoir l'impression de marcher sur tes plates-bandes. Tu as dit un truc auquel j'étais très sensible. Il faut bien comprendre l'hébreu pour traduire. Ce n'est pas le cas de Laurence Morovitch. Je me suis engueulé avec elle. J'ai vu à l'Odéon les souffrances de Job parce que le gars qui, à l'époque, dirigeait Théâtral était un ancien directeur du théâtre à Toulouse avec moi, Jean-Pierre Angelbach, et il était fier comme tout de commercialiser Anor Levin. Et je vais venir à ce qui me paraît important de signaler. Bon, connaître très bien l'hébreu, c'est un problème pour après tout, pour, on va dire, plus de 99,99% de la population qui n'est pas israélienne. Mais je crois que le plus terrible concernant tous les auteurs israéliens, c'est le fait de ne pas comprendre Israël. Et donc la logique qui est à l'œuvre à l'intérieur de ces pièces de théâtre, elle est faussement universelle. D'où les difficultés en cherchant pour moi, tu as raison, c'est des trucs de mise en scène. Les carnavals, les costumes, les choses. Et les souffrances de Job, ils se sont jetés sur Job. C'est-à-dire, c'est tout le Nouveau Testament qui s'est jeté sur l'Ancien, et c'était absurdissime. Et donc, en quelques mots,
juste des souvenirs. Hanoch Levin faisait partie. À l'époque où cette pièce a été montée au Caméry et qu'elle a fait le scandale qu'elle a fait. Et je dois dire, je ne savais pas que j'allais travailler au théâtre, quand même plus de 10 ans, et ça m'a laissé un peu indifférent parce que je trouvais que c'était inutilement provocateur. Parce que l'environnement était du même type. C'était après la guerre des 6 jours. Et il y a toute une génération d'Israéliens, on va dire aujourd'hui des bobos, des Ashkénazes de bonne famille, qui ont été scandalisés par la guerre des 6 jours. Le groupe musical High Windows, avec Arik Einstein, avec des chansons absolument ahurissantes, la chanson sur la paix qu'ils ont proposée, qu'a chanté Rabin le jour où il a été assassiné, mais aussi Viens ici, soldat de chocolat, tu vas crever et de toute façon tout ce que tu as fait ne servira à rien. C'est la chanson d'un groupe très populaire, enfin très populaire, avec un chanteur très populaire. Il y avait Yosef Moundi, ça doit te rappeler quelque chose, qui a écrit une pièce qui s'appelle Saturne, Zemistovev, qui avait mis en scène 2 cinglés complets, Kafka et Herzl. Et on n'arrivait pas à savoir lequel des deux était le plus cinglé. Et la gardienne de la prison, où ils étaient enfermés tous les deux, était non-juive, parce que ça, et elle était ahurie de voir qu'elle avait affaire à des abrutis et des fous pareils. Et donc il y a toute une partie de la population, comment dirais-je, 68arde, on pourrait dire, mais ce n'est pas exactement ça. Après la guerre des 6 jours, il était dans une sorte de révolte dont Hanoch Levin faisait partie. Le talent qu'il a, je terminerai là-dessus, c'est qu'il a continué sur autre chose, enfin sur autre chose. C'est-à-dire, il n'a pas fait qu'exploiter. Les autres sont partis dans la chansonnette, d'autres qui étaient très jeunes sont devenus écrivains. J'ai pensé à Keret beaucoup. Et bon, on est là pour raconter des souvenirs. Donc mon fils, Novi aussi, et Noam, qui est comédien à la Comédie Française, a forcé la Comédie Française à accepter un montage, un stand-up sur Keret, à partir de Keret, qui a été joué à la Comédie Française, c'était lui qui le faisait. Donc je suis allé le voir plusieurs fois, c'était quand même une grosse satisfaction. Je connais très bien Keret et j'étais vraiment très heureux. La ministre de la Culture de l'époque était venue, donc Audrey Azoulay, elle est folle de Keret et de mon fils. Et je voyais bien que le public ne voyait pas de Keret. L'univers de Keret était du chinois complet, alors que c'est un Israélien, je dirais presque classique, pas classique de Tel Aviv. Donc, dernier point, après la guerre des 6 jours, je militais, c'était le monde, il y avait un café un peu classique, où des militants refaisaient la rue, dans le monde. Enfin, en tout cas, on était des militants d'extrême gauche. On avait un journal qui est sorti après la guerre des 6 jours, à cause de son fils, qui s'appelait Israel Imperial News. Je ne pense pas que tout ce journal qui avait une diffusion extrêmement faible, mais qui disait, maintenant qu'Israël est un empire, la fin est proche. Et cet état de stress, d'énervement, de décalage par rapport à la réalité israélienne, du plaisir, de la folie de la victoire, d'être passé à côté d'un massacre et tout ça, il voyait un pas plus loin. Il disait, Israël a changé de monde, et c'est toute cette équipe qui a refusé ça. Et Hanoch Levin ne me paraissait pas pire que les autres. Et c'est seulement des années après, que j'ai été voir son frère, David Levin, entre nous, et lui, patron du Habima, donc du Théâtre National de Tel Aviv. Il a fait monter sur scène. C'est bien d'avoir de la famille bien placée. Et donc, il a fait monter sur scène là-dedans. Et il a pris un virage magnifique, c'est-à-dire il est devenu un très grand auteur. Ça, c'est vrai. Mais l'époque, les années 70, c'est une époque où ils étaient interchangeables. Oui, c'est très juste. Et des souvenirs. Et j'ai peut-être rajouté une information. Merci. Sharon. Non, merci parce que je suis tellement d'accord. Cette connaissance, connaître Israël, c'est pour pouvoir traduire. Je suis
avec certains écrits en français de Hanoch Levin. Je voulais juste ajouter que je viens moi-même d'une maison d'écrivains. Et petite, je me souviens de mon père, par exemple, s'énervait dans les années 70, justement. Il disait, oh, Hanoch, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il écrit? Oh là là! Espèce je sais pas, il suscitait presque de la colère, je pense, pour les mêmes raisons dont tu parles. Et j'ai vu au sein de ma famille comment le respect, comment le respect de l'œuvre de Hanoch avec les années, comment cela a évolué, quand il est rentré vraiment dans ces pièces. Finalement, quand il commençait à écrire sur la condition humaine. Et pour moi, enfin, je ne vois pas qui le fait aussi bien que lui, pour moi. C'est là qu'il s'est séparé avec talent des Young Hungry Men qui ont formé le socle de la gauche bobo israélienne, qui ressemble à s'y méprendre à la gauche bobo française, c'est-à-dire qui est complètement à côté de la plaque. Et lui a compris, pareil, une phrase, une anecdote. Après, évidemment, il faut m'interrompre, sinon je vais dérouler tout ça. J'ai revu, pour l'envoyer à quelqu'un, le film que j'ai fait sur Benny Lévy. Et un des intervenants, qui était membre de la gauche prolétarienne, qui était chef, ils n'avaient pas d'organisation, c'était des chefs corruptés, dit « Nous n'étions pas de gauche. Ce que nous voulions, c'était briser l'histoire du monde. N'étant pas de gauche, nous ne sommes pas devenus de non-gauche. » Et quand tu parlais, j'ai plein de pièces que je ne connais pas, mais tu racontais l'histoire de Hanoch Levin, il est parti de cet endroit, de cette révolte politique, on peut dire, en tout cas, et il n'est pas devenu de non-gauche. Il est allé là où il est question de briser l'histoire du monde. Et cet intellectuel de la gauche prolétarienne, qui était un gars absolument magnifique, il est maintenant décédé, Lardreau, qui a écrit sur l'ange et qui a écrit des textes sur la philosophie et la métaphysique. La gauche prolétarienne a été fondée par 3 personnes. Benny Lévy qui est parti vers le judaïsme, Lardreau qui est parti vers le christianisme, et le nom va me revenir, celui qui est devenu spécialiste de l'islam, Christian Jambet, de l'islam iranien. Ça m'a donné du courage pour travailler sur le plan de mon pays. Une des organisations sur le plan révolutionnaire a été montée par un monothéisme, enfin les 3. Quoi. Et donc, quand Ici, on va passer aux questions. Pour essayer de voir s'il y a d'autres. Terminé. Et si je raconte des trucs, je peux être interminable. Allez-y. Non, mais merci encore. C'est toujours très intéressant. C'est-à-dire que ce qu'on a dans ce théâtre, et ce qui fait, ce que dit Sharon est très pertinent, c'est-à-dire la condition humaine. Mais c'est-à-dire que dans ses premières œuvres, on voit un discours militant, un discours politique, à partir duquel on dégage des éléments universaux, mais au fur et à mesure qu'on avance, on a ces éléments universaux et moins de politique, et moins de réalité israélienne. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, on a du Hanoch Levin à Taïwan ou du Hanoch Levin en Afrique du Sud. Et c'est là la marque de cette immense dramaturge. C'est d'avoir su, effectivement, à un moment donné, évoluer, sortir d'un cadre trop simple. Ouais, c'est un très grand. Avec cette frustration, j'aimerais dire, cette frustration de la langue. Alors Maurice, Sharon, avant de passer la parole à Roger qui s'est manifesté, on parlait
des tourments de Job. J'ai vu un extrait et bon, il y a un thème qui revient en force, c'est la violence, mais il n'y a rien à tirer de la violence, sinon la violence. Aucune leçon à tirer. D'abord, que voulait-il dire pour vous et jusqu'où ça pouvait aller? Est-ce que ça peut aller beaucoup plus loin sur les leçons de la Shoah? Que veut-il dire lorsqu'il dit de la violence? Il n'y a rien d'autre dans la violence que la violence. Pour lui, il n'y a rien à tirer de la violence. Pour moi, Hanoch Levin aimait l'être humain. Il aimait l'homme. Il aimait l'homme et il le voyait tel qu'il était. C'est ce que pour moi, je le dirais comme ça. Et à partir de là, avec beaucoup d'amour et de tendresse, il l'amenait au plus bas, il l'amenait au plus haut, il l'amenait au plus loin. Il nous montre ce que nous pouvons être et ce que nous sommes parfois derrière une apparence. Il nous montre nos démons, il les met sur scène devant nous, crus, sans artifice. Dans l'enfant rêve, la scène présente une raille de train qui s'arrête au milieu de la scène, qui va nulle part. Il n'y a aucun juif au monde qui va rester indifférent, qui ne peut pas rester indifférent à cette image-là. Elle est très violente et pourtant elle n'évoque pas plus que ça l'histoire juive. Mais aussi dans des pièces très ordinaires, soi-disant, qui parlent des gens ordinaires, comme Krum, par exemple, ou Refetz, où la violence elle est uniquement, entre grandes guillemets, verbale, où nous allons supplier pour avoir le droit de pouvoir manger sa soupe. Dans Tout le monde veut vivre, où pendant toute la pièce, on va essayer de marchander pour pouvoir trouver une personne qui serait d'accord de mourir à sa place, et on ne trouvera pas. Et même celui qui est amputé, malade, mourant, pauvre, qui vit dans la rue, il ne va pas changer sa place avec celui qui va mourir, parce qu'il lui reste encore un petit moment de vie. Il y a une telle violence mais dans les pièces de Hanoch Levin, mais pour moi, cette violence, elle est aussi douce que violente. Je ne sais pas, il y a de la poésie, elle est poétique, et dans cette poésie, il y a de l'amour, et c'est là où vit l'art. Et donc, oui, très violent, très poétique, très cru, et beaucoup, beaucoup d'amour dans ce texte-là, pour moi. Merci. Roger? Oui, d'abord, extrêmement modestement, je vous connais un peu, Maurice et Sharon, mais vous m'avez scotché ce soir. Je vous avoue très franchement, je connaissais comme ça un petit peu de réputation Hanoch Levin, mais c'est un poète. J'ai l'impression que c'est du théâtre à la fois humain et métaphysique, et qu'on a l'impression qu'il n'aura véritablement sa dimension internationale ou universelle que dans quelques années seulement. Il faudra passer par une période de purgatoire, je ne sais pas. On a l'impression qu'il a tout tenté. Il a essayé plein de pistes comme ça, qui étaient du théâtre rebelle, comme ça a été le titre que Maurice a donné ce soir à la conférence de ce soir, mais rebelle dans des dimensions qu'on connaît peu finalement. C'est-à-dire qu'on connaît un petit peu le théâtre rebelle des années 50 ou 60 avec Ionesco, Beckett en France, mais le théâtre israélien, on ne le connaît pas. C'est vrai. Alors, il est sorti du purgatoire.
il est très, très joué. Mais effectivement, nous, dans notre théâtre français, on n'a pas l'équivalent. Dans Le Rebelle, on a Jean Genet, par exemple, mais ça reste très, 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 très partiel dans ce qu'il fait. Et effectivement, on n'a pas cette dimension, métaphysique, c'est-à-dire effectivement. Mais c'est là aussi qu'il y a cette richesse de la culture, cette richesse qui fait qu'il vient d'un monde ashkénaze orthodoxe, il est dans une culture où tout ce qui est dans notre civilisation se confronte, se mêle, se bat, et se contrefiche aussi. Et lui, il a pris tout ça et il en fait des pièces absolument fantastiques, extraordinaires. Voilà, il est 8h05. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on se tourne vers tous nos participants, ceux qui n'ont pas posé de questions. Oui, Sharon. Ah oui, Sharon, allez-y. Sharon a une question. Oui, non, en fait, j'écoute tout le monde et je me rends compte que je souris. Et je me rends compte que depuis 1 heure à peu près, on parle de Hanoch. Et moi, j'ai une image en tête qui ne me quitte pas. Alors, il me semble qu'ici, on se connaît tous plus ou moins. Donc, excuse-moi, Maurice, de ce que je vais dire. Mais moi, j'ai rencontré Hanoch Levin au théâtre quand j'avais 18 ans. J'ai travaillé avec lui sur une pièce magnifique. Et ensuite, je continuais à travailler dans ce théâtre et je continuais à le voir très souvent. Et notamment, j'étais amenée à une fête un soir chez lui. Et comme il était ami avec mes parents aussi, mes parents aussi étaient invités à cette fête séparément. Ils n'étaient plus ensemble, mariés eux, mais chacun d'eux était invité à la fête. Moi, je ne savais pas. Et donc, moi, je suis venue avec mes collègues du théâtre. Et j'avais 20 ans à peine. Hanoch nous a ouvert la porte. Et depuis tout à l'heure, j'ai cette image de lui, comme ça, avec la main sur la porte, nous bloquant la route. On était 3 habilleuses. Moi, j'étais accessoiriste, régisseur au théâtre à Camery. Et il nous regarde comme ça, avec ses yeux qui sourient. Il ressemble à rien, avec une espèce de short Bermuda trop grand, un t-shirt pas flatteur. À l'intérieur, tout le monde danse et la fête est dans un appartement au 4e étage sans ascenseur à Tel Aviv. Et il nous bloque la route comme ça, il nous sourit. Et il était charmant à un point que je ne peux même pas vous expliquer. Il était craquant. D'abord, c'est Hanoch Levin. Je ne sais pas, c'est être face à Molière, d'une part. Et avec cet air que vous avez vu au début de la soirée, un gamin, et en même temps, avec ses yeux qui veut dire tellement, et qui nous souriait, et il disait, alors, les filles, ça va? Et il nous sourit comme ça, et moi j'étais là, parce que Hanoch Levin, et là je le vois dire, oh, excusez-moi, il nous fait passer. Il y a ma mère et mon père qui montent les escaliers juste après et ils ont passé la soirée à discuter. Et voilà, nous, on est restés sous le charme de cet homme absolument lumineux et très gentil, très gentil. Je tiens à le dire. Voilà. Merci beaucoup Sharon, merci beaucoup Maurice pour nous avoir fait découvrir cet auteur très très prolifique. Avant d'ouvrir le micro, on va dire un petit mot là. Je vais activer le micro de Anne. Un petit mot du programme à venir. Anne, Maurice, je vous laisse commenter. Anne n'a pas son micro. Alors Anne, je réactive le micro de Anne, si elle veut bien. Ouais. Allez-y Anne. Anne? Ouais, oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon.
Donc jeudi prochain, nous aurons le plaisir d'écouter Roger Attali qui nous parlera, qui poursuivra l'histoire. Donc Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, les rois très catholiques et le trauma de la tragédie de l'expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal à la fin du 15e. Et ensuite, au mois de mai, c'est Maurice que nous retrouverons qui nous parlera d'Albert Cohen. Et donc le 13 mai et le 20 mai, Izzy viendra nous parler du rapport à la violence et à la non-violence dans les trois monothéismes. Et d'autres dates à suivre. Mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup Anna. Donc on va voilà, les 4 rendez-vous à venir avec donc Roger, Maurice, Izzy donc qui retrouvera et Roger à nouveau le 27. Là ça va être très hard Roger sur l'acquisition. Déjà vous aviez été assez hard pour la dernière fois dans le détail des outils. Mais finalement voilà, c'est Hanoch Levin qui est le plus juste là, dans sa perception de l'histoire juive. Voilà, j'ai réactivé donc tous les micros et donc écoutez, je propose qu'on applaudisse d'abord très très fort vraiment. Voilà. Merci. Bon, voilà. À très bientôt et merci à tous. Merci à tous pour ce. Merci beaucoup. Rejoignez la page YouTube hebraïca-toulouse.com et la page YouTube et faites partager cette page YouTube. Voilà. Merci encore. Très bientôt. Merci à tous. On va se quitter avec. Portez-vous bien. À jeudi prochain. Avec Roger, allez, portez-vous bien et écoutez, c'est une magnifique famille, la famille d'Hebraïca. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt, portez-vous bien. Merci Maurice et encore merci Sharon. À très bientôt. Je coupe le micro et on termine avec le générique.